Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Sans se vanter, nous sommes la meilleure décennie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y demander tous les grands experts internationaux. Aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed. Beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique, en Guinée, de Guinée. Merci de votre attention. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est cet espace qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et bien entendu, ce numéro sera consacré justement à la situation qui mine la Guinée actuellement, cette période post-électorale caractérisée par des scènes de violence, bien entendu à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Ainsi, c'est le moment d'interpeller les uns et les autres face à leurs responsabilités pour que ces périodes connaissent un épilogue assez paisible et que la vie dans la cité continue de façon la plus belle. Évidemment, pour en parler, je reçois dans cette première partie de l'émission Café Débat André Flamy Lelano. Il est artiste slimer, mais il est également activiste des droits, mais aussi promoteur de la paix. Évidemment, avec lui, on va parler de cette situation qui prévaut, mais aussi de l'autre fléau qui frappe la jeunesse guinéenne. Il s'agit de l'immigration clandestine, dont beaucoup de jeunes Guinéens ont été victimes, en sont morts sur la route du désert ou de la Méditerranée. De cet autre sujet, j'en parle avec André Flamy. André Flamy, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci Ouri et merci à toute l'équipe de Café Débat. Merci de la disponibilité surtout. Alors, on va parler d'abord de cette situation qui prévaut actuellement, actualité oblige. On a l'impression que la cité est en flammes. Alors donc, qu'est-ce que vous avez à dire de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe maintenant? D'abord la Guinée qui finalement a été au rendez-vous de ces élections locales qui étaient très attendues. Il y en a qui n'y croyaient pas, mais on a fait l'effort d'y aller avant justement qu'on ne parle malheureusement de notre sujet qui se passe. Il faut dire que déjà, comme vous le dites, la Guinée est venue au rendez-vous parce qu'il faut rappeler que depuis 2005, on n'avait pas eu de communal. Et pour ces élections communales, il y a eu beaucoup de tollés, il y a eu beaucoup de débats. Et suite donc aux accords du 14 octobre, il y a eu un certain nombre de points qui ont été mis en branle pour baliser ces élections. Alors, l'autre facteur, il y a des choses qui ont précédé, notamment la révision du nouveau code électoral. Aujourd'hui, l'élection du maire, ça va se passer à la proportionnelle. Donc, on a précédé tout cela pour arriver aux élections. Généralement, chez nous, les journées électorales sont très paisibles et calmes. Et comme on l'a vu, le 4 février, tout était calme, paisible. Et comme toutes les élections en grande partie ici, les journées électorales sont très calmes. Bien. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est une très grande responsabilité et des leaders politiques et de la mouvance et de l'État de gérer ces situations post-électorales. Parce que on est une jeune démocratie, on est en train de construire la démocratie. Donc, c'est vrai que on a des manquements de part et d'autre, mais aussi on a des acquis, on a des forces qui ne sont pas à négliger. Absolument. Donc du coup, on peut d'abord se réjouir du fait que de part et d'autre, les efforts ont été consentis pour arriver aux élections, respecter le rendez-vous du 4 février, qui s'est d'ailleurs bien passé. Mais maintenant, dès le lendemain et jusque maintenant, la Guinée, je veux dire, est parsemée de scènes de violence à Kalinko, dans Dinguiraï, à Kindia, ici à Conakry, des scènes de violence partout. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Et c'est regrettable. Ça, c'est des faits aussi qui découlent aujourd'hui de la parole que les gens tiennent. Les discours publics. Les discours publics, les discours incendiaires qui ne sont à la portée de personne, qui n'ont
il n'y a pas d'intérêt. Les gens n'ont pas d'intérêt à tirer dans des de ce genre. Mais aussi pour ces communales, il y a eu aussi une certaine précipitation. C'est-à-dire que quand vous écoutez les candidats, chacun dit qu'il a raflé telle commune, qu'il a tel nombre des scènes d'autoproclamation en mer, voilà. Donc il y a tout cela, tous ces aspects ont pesé dans la balance et de façon négative. À cela s'ajoute la crise de confiance entre les acteurs électoraux. Donc on peut dire que les éléments, les facteurs qui ont créé ces scènes de violence, c'est d'abord ces candidats qui se sont autoproclamés. Et les discours. Mais avant justement que les résultats ne soient même justement, voilà. Donc comme je l'ai dit, le jeu démocratique a des principes et des règles. Alors, c'est pourquoi on dit qu'il y a un organe censé organiser ces élections. Notamment la CENI. C'est la CENI. Alors, quoi qu'on dise, moi-même, à un moment, beaucoup de citoyens étaient sceptiques par rapport à la tenue des élections au 4 février. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des moments où on était même obligé d'importer la main-d'œuvre pour nos élections. Aujourd'hui, ces élections communales et locales ont été gérées par la CENI et ses démembrements. Donc, il y a eu des avancées, mais sur le terrain, il n'y a pas que des avancées, il y a des faiblesses. Donc, si dans le jeu démocratique, l'organe censé donner des résultats, je pense que c'est la CENI. Absolument. Mais si cette CENI ne s'est pas prononcée sur un certain nombre de facteurs et que des candidats, soit même s'ils sont indépendants ou bien qu'ils sont de la mouvance de l'opposition, s'autoproclament déjà, mais c'est des choses qui peuvent peser dans la balance. Ensuite, on vous dira, bon, on avait des représentants dans tel nombre de votes. Voilà. Donc tout cela, c'est des choses qui ne concourent pas à la création d'un environnement paisible. Et ce qui est déplorable. Alors, parce que ce qui reste clair, il y a un mot que vous avez annoncé que j'ai aimé, le côté responsabilité. L'article, il y a la Constitution qui donne droit aux acteurs politiques de créer des partis et d'animer la scène politique. Mais la même Constitution les interpelle à l'éducation civique des militants. La même Constitution les interpelle à s'engager pour la promotion de la paix et de la démocratie. Donc, la même Constitution a des limites. C'est-à-dire que quand vous sortez des limites, notamment touchant la stabilité, la paix, des propos allant dans le sens du repli identitaire communautaire, la même Constitution peut vous sanctionner. Donc il y a tous ces aspects que les gens doivent maîtriser. Bon, malheureusement, ici, que ce soit l'élite, que ce soit les politiques, les gens ils peuvent connaître des choses et oublier cela des fois. Parce que même quand vous prenez les partis politiques, il y a un code de bonne conduite que tous les partis ont signé ici. Bien, absolument. Voilà. Donc, mais pendant ces situations de crise, on fait fi au code de bonne conduite. On fait fi à cela. Chacun tire le drap vers lui. Et là, le pays se paralyse. D'aucuns pensent qu'ils sont gagnants, mais à ce niveau, personne n'est gagnant. Parce qu'il y a des morts. Il y a des morts, un mort de trop, c'est trop. Et quand vous paralysez le pays, au lieu de créer de la richesse, vous continuez à créer de la pauvreté. C'est clair. Parce que vous perdez en matière de travail et l'image que vous reflétez hors du pays, ça n'incite pas les gens à venir mettre l'argent chez vous, à investir. En tant qu'activiste, je l'ai dit tout à l'heure, pour la paix, artiste, promoteur justement de la paix, qu'est-ce que, à ce stade, selon vous, quels sont les responsables de premier plan, que ce soit de la scène politique ou de l'administration publique, et voire même des forces de sécurité, qu'on doit interpeller à la responsabilité en termes de discours public, en termes d'attitude sur le terrain, et ainsi de suite, pour que justement cette situation ne soit pas à portée de notre capacité de maîtriser. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité. Les acteurs concernés, vous savez, dans une nation, les tâches sont réparties. C'est comme si on disait à un journaliste qu'il a le droit d'informer parce qu'il a un mandat avec le public. C'est-à-dire, selon l'éthique et la déontologie, les acteurs politiques, ils animent la scène politique. Donc, ils ont aussi la responsabilité de garantir la paix. Donc, les premiers responsables, c'est les acteurs politiques parce que ce sont eux qui sont dans la course électorale. À cela s'ajoutent les organes
appropriée, parce que la CENI aussi devrait aussi tenir compte du respect du verdict des urnes. Tout à fait. Parce que c'est un jeu démocratique. Il faut respecter tous les points sur toute la ligne. Que la CENI donne exactement ce que le peuple a exprimé comme vote. Parce que le vote est une expression populaire. C'est-à-dire que le citoyen lègue une partie de son pouvoir à un mandat. Bien. Voilà. Donc, quand un citoyen exprime son vote, il veut bien que son vote soit pris en compte. Absolument. Voilà. Donc, il est aussi du rôle de la CENI d'être très responsable, d'être au-dessus de la mêlée et de trancher comme cela se doit. Bien. Et puis, évidemment, de part et d'autre, il y a aussi que l'État doit aussi prendre ses responsabilités pour créer un environnement de paix. Parce notamment que pour faire régner l'ordre dans la cité. L'État aussi doit garantir cela. Donc, tout ceci, et comme le dit aussi le discours, il y a aussi des grandes personnes, des acteurs. Les discours qui tiennent dans les médias devant les gens, ce n'est pas le même discours qu'on tient dans les QG. Tout à fait. Ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, tous ces aspects peuvent concourir. C'est-à-dire les discours que les acteurs de premier plan, ça peut être maintenant des acteurs politiques ou ceux qui sont dans l'administration, ce qu'ils tiennent devant les caméras, voilà. Ben, ce n'est pas forcément ce qu'ils tiennent devant leurs partisans. Ou bien dans les bureaux. Donc c'est de l'hypocrisie en fait. C'est de l'hypocrisie envers soi et envers le peuple, envers son pays. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites à certaines personnes, non, on doit préserver la paix, on va vous dire non, vous êtes ceci, cela. Mais il y a la nation, c'est comme les maillons d'une chaîne. C'est-à-dire que quand vous voulez vous développer, il y a des principes. Ouais. C'est l'investissement, c'est la création d'emplois, c'est la stabilité politique. Parce qu'un emploi ne se décrète pas. C'est clair. Il est créé suite à un investissement. Mais si dans votre pays, vous passez tout le temps à voir le noir partout, à donner des discours liés au désespoir, non seulement les jeunes, aujourd'hui, c'est ce qui est déplorable, les jeunes, beaucoup pensent que rien n'est plus possible. Absolument. Et du coup, à l'extérieur, on vous dira, mais vous allez envoyer tel million de dollars dans un pays où on ne sait même pas où on va. Il n'y a pas de stabilité. Voilà. Parce que, généralement, ceux qui viennent investir contractent des crédits auprès des institutions financières ou bien des banques. Alors là, lorsque les investisseurs viennent, ils veulent s'assurer sur il y a des prévisions que les gens font. On veut investir tel nombre d'argent pour 5 ans, 10 ans. Absolument. Mais si on n'est pas sûr que dans 5 ans, c'est ça stable, ça se complique. Donc voilà pourquoi, de part et d'autre, on doit, oui, c'est dire les vérités. Parce que c'est ce qui fait la beauté de la démocratie, cette diversité d'opinions. Absolument. Dire les vérités, je ne suis pas d'accord sur ce point, je ne suis pas d'accord sur là, mais de façon... Pourvu que cela n'arrive pas à de la confrontation, physique sur le terrain, à la violence, à la communautarisation d'ailleurs. Surtout des enfants qui meurent. Du débat politique, parce que c'est ce qu'on qu'on remarque malheureusement maintenant, c'est qu'on est en train d'ethniciser le débat politique, ce qui justement n'est pas du tout bien pour la paix. Alors, vous aurez votre mot de la paix tout à l'heure vers la fin de cette première partie, puisque je rappelle justement que dans la deuxième partie de cette émission, j'aurai un acteur de la société civile. Il s'agit d'Aboubacar Koïta. Il est membre de la chambre politique du regard citoyen, cette plateforme qui a donc déployé des observateurs sur le terrain pour tout ce processus électoral. Nous en parlerons avec lui dans la deuxième partie. En restant avec André Flamy, on va changer un peu de sujet et parler cette fois-ci de la jeunesse guinéenne. C'est aussi un de vos sujets, on va dire, de prédilection, l'immigration clandestine. Je l'ai dit, la jeunesse guinéenne est frappée par cette immigration clandestine. Beaucoup de jeunes Guinéens sont morts, soit sur le désert, soit en mer. Il y en a aussi justement qui sont victimes de la barbarie humaine qui se passe en Libye. Et c'est un thème que vous avez très souvent abordé ces derniers temps et dans les musiques que vous faites. Et justement, alors, quelle analyse, je veux dire, vous faites de ce phénomène qui grandit en Guinée? Il faut dire d'abord que le phénomène migratoire est un défi guinéen, africain et mondial. Parce qu'aujourd'hui, avec la poussée de la crise migratoire, même les droits humains ont été touchés. Voyez-vous? Alors, quand on revient chez nous en Guinée, lorsqu'on a une population où les 70% de la population sont jeunes, où
il y a une certaine inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi, où il n'y a pas souvent de création d'emplois, ça se complique. Ça se complique. Alors, c'est triste, aujourd'hui, nous sommes presque à 13 000 et quelques pour l'année depuis 2017, ce qui est déplorable. 13 000 victimes. Okay. Oui. Globalement ou globalement. Voilà. Ça veut dire que énorme. Chaque jour, chaque heure qui passe, des jeunes meurent dans la traversée, que ce soit sur la mer ou bien dans le désert. C'est ce qui est déplorable. Alors, quand vous prenez, des fois je me pose des questions, quand vous prenez tout ce qu'on a comme richesse, tout ce qu'on a comme potentialité, si on travaille en profondeur, en ayant des solutions adéquates, on aurait pu créer tout le bien-être pour les jeunes. Parce que c'est pas aujourd'hui, les jeunes qui quittent l'université ont des problèmes d'avoir d'abord un premier stage, à plus forte raison un contrat, à durée indéterminée, ou un CDD ou un CDI. Ouais. Il y a une exploitation dans les entreprises qui ne dit pas son nom. Parce que la loi voudrait qu'un stage c'est 6 mois. Mais au-delà de 6 mois, soit vous l'engagez ou bien vous le proposez quelque chose. Ouais. Mais il y a des structures ici, des fois des structures qui fonctionnent comme des multinationales. Lorsqu'elles sont en Guinée, elles s'adaptent aux réalités guinéennes. Parce qu'il y a un certain laxisme. Il y a une certaine... il n'y a pas une pression sur eux qui n'emploient pas, qui continuent à faire travailler des jeunes, soit en qualité de stagiaires ou bien en qualité de contractuels, et ça perdure. Et ça perdure. Quand vous prenez aussi le niveau de la formation, aujourd'hui, tous les jeunes pensent qu'il faut forcément faire l'université pour avoir un emploi. Alors qu'il y a un facteur aujourd'hui, on abandonne l'enseignement technique et professionnel, qui est aussi un enseignement aussi qui peut aussi qui est pourvoyeur d'emploi aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple l'ENAM, l'ENAM est une école qui a été créée lorsque la CBG a voulu s'installer en Guinée dans les années 60. Aujourd'hui, faites le tour de beaucoup d'entreprises, que ce soit les entreprises minières, que ce soit EDG ou la SEG, beaucoup sont passés par l'ENAM et ont fait des écoles techniques et professionnelles. Donc beaucoup pensent que je ne peux pas aller dans une école technique et professionnelle. Donc du coup, si chaque année, quand vous prenez dans toute l'Afrique par exemple, c'est des chiffres de l'UNFPA, chaque année, l'Afrique ne crée que 4 millions d'emplois. Et l'Afrique, chaque année, met sur le marché de l'emploi 12 millions de jeunes. Ça veut dire qu'il y a une gap. L'écart est 8 millions. Énorme. Et c'est chaque année. Et c'est chaque année. À cela s'ajoutent les conditions de sélection qui sont basées sur des questions d'affinité. Voyez-vous? À cela s'ajoute que lorsqu'on sait aujourd'hui également que le monde est globalisé, vous pouvez être à Sigiring et ne pas être forcément employé par la SAG. Celui qui est en Inde ou bien à Washington peut décrocher un emploi là-bas si c'est lui qui répond aux critères. Donc il y a une question de dire aux gens, formez-vous, mais il faut aussi que les gens réfléchissent comment adapter la formation à l'emploi. Donc pour vous, ce qui suscite une sorte de goût de ces jeunes pour l'immigration, c'est le désespoir qui existe dans le pays, l'environnement, le manque d'opportunités. Justement, généralement, beaucoup vous diront, oui, les jeunes, vous devez entreprendre, vous devez vivre un mouvement associatif, mais vous êtes avec les jeunes de la société civile. Généralement, les jeunes ont des problèmes aussi pour avoir des fonds, pour avoir des financements. Quand vous prenez, par exemple, quand un jeune a une PME, par exemple, il a un télécentre, il a fait 5 ans, il a un télécentre. La logique voudrait que le télécentre qu'il grandisse d'année en année. Chez les autres, on capitalise tout cela. On lit cela à des institutions, des microcrédits. Aujourd'hui, quand vous prenez les MIFA par exemple, c'est MIFA qui accompagnent les femmes. Alors quand vous êtes par exemple en zone rurale, on vous dit c'est des MCD, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes et les femmes. Mais quand à Conakry, quel est le jeune qui peut avoir un prêt dans une banque? C'est pas évident. S'il veut un prêt, on le demande une garantie financière, on le demande un titre foncier, alors qu'il vient de Yukunkun ou bien il vient de Tchangelbori, il vient de Kankan, il est à Conakry, il n'a même pas un domaine, on lui demande un titre foncier. Donc il y a un problème lié à l'accès aux ressources. Donc quelles qu'en soient les idées que les jeunes ont, il a entrepris, il a pris un CCM, mais il ne veut pas
développer son business. Ouais. Donc il faut renforcer les capacités des jeunes, mais aussi rendre l'environnement accessible. C'est-à-dire, c'est la formation, c'est l'employabilité, mais aussi c'est l'entrepreneuriat. Mais il faut booster l'entrepreneuriat, pas que dans les paroles. Pas que dans les paroles. Absolument. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je veux dire, malgré tout ce qui se passe sur le désert, en Libye, les jeunes, ils sont toujours tentés de sortir. C'est vrai quand même que toutes ces conditions n'existent pas encore sur place. La question d'opportunités pour les jeunes afin de créer des entreprises ou d'accéder aux emplois. Mais est-ce que pour autant, on devrait assister à cette vague de jeunes de sortie vers les frontières, vers la mer? Ça c'est déplorable. C'est déplorable. Et en tout cas, comme vous le dites, rien ne pourrait expliquer cette sortie massive. Alors, ce qui est aussi déplorable, c'est que beaucoup de jeunes aussi quittent avec beaucoup d'argent ici. Il a 4 000, 3 000 dollars, il prend le risque. Alors que je pense que si le jeune il est bien informé, avec cette somme aussi, il peut créer un business capital qui peut lui permettre. Et pas forcément en milieu urbain. Aujourd'hui, dans les zones rurales, je connais des jeunes qui ont commencé avec 2 3 000 dollars. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple. L'agro-industrie, par exemple, l'agriculture, qui sont leurs propres patrons. Mais ça demande beaucoup de choses. Ça demande la rigueur. Parce qu'un jeune aussi, face à l'argent, il est sensible. Absolument. Quand il voit sur ses comptes 3, 4, 5 millions ou bien 100 millions, il pense que les 100 millions ne vont jamais finir. Et qu'il faut faire la belle vie. La belle vie. Ou bien il faut avoir 3, 4 voitures. Alors les 4 voitures doivent fonctionner. Il faut les carburants, tout cela. C'est ce qui est déplorable. En tout cas, rien ne justifie cette sortie massive. Mais quand je l'ai dit précédemment, il y a aussi un défi mondial. Parce que rien ne justifie aussi le traitement inhumain dont nos frères sont victimes. En Libye ou en Algérie. Et ça, c'est déplorable avec tout ce qu'on dit sur les droits humains, tout ce qu'on dit sur le continent africain. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la CEDEAO, elle veut quitter de la CEDEAO des États à la CEDEAO des nations. Donc, et que les jeunes Africains même ont du mal à se déplacer en Afrique. D'abord, hors de leur pays. Ça c'est compliqué. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que les États prennent les responsabilités, qu'on donne de l'envie aux jeunes de rester. Et en parlant de responsabilité des États, est-ce que vous pensez qu'en Guinée, par exemple, notre gouvernement, notre administration, notre État se penche sur cette problématique d'immigration clandestine afin d'y trouver des solutions? Est-ce que vous pensez que ça figure parmi les priorités? Parce qu'on a l'impression que on entend juste parler des morts des Guinéens en mer ou en Libye ou en Algérie ou dans le désert sur les réseaux sociaux, et puis ça s'arrête là. Le gouvernement guinéen, j'ai l'impression, si c'est pas parce qu'à un moment donné il y a eu ce cas de la Libye où le ministère des Affaires étrangères s'est déplacé pour aller prendre quelques jeunes Guinéens en Libye et les envoyer, mais ceux qui partent et qui meurent en traversant la mer ou le désert, j'ai l'impression que ça ne crée pas de réaction au gouvernement et que on n'en fait pas une priorité, on n'est pas en train de réfléchir aux solutions à cette problématique d'immigration clandestine qui frappe la jeunesse guinéenne. Bon, peut-être qu'il y a des solutions, mais qui ne sont pas trop approfondies. En tout cas, qui ne sont pas visibles, perceptibles. Qui ne sont pas visibles. Parce qu'il faut rappeler que, par exemple, l'Organisation internationale des migrations qui est en Guinée ne peut rien faire aussi sans la collaboration de l'État guinéen. Alors, les solutions peuvent être différentes d'une nation à une autre. C'est-à-dire que d'autres nations peuvent être beaucoup plus promptes. Quand par exemple les Ivoiriens ont affrété un vol et qu'on a aussi donné beaucoup plus d'argent, c'est des solutions plus souples d'un État à un autre. Alors, quand par exemple ici, nos jeunes qui rentrent... Le cas guinéen, par exemple, quand ils reviennent et qu'ils sont dans les maisons de jeunes à peine, ils ont du mal à être logés, ça se complique. Alors ici, on a l'impression qu'on laisse trop d'espace aux partenaires étrangers, alors que c'est la responsabilité de l'État de protéger les jeunes. D'être inquiet pour la vie. De les protéger, parce que c'est l'article 17 de la Constitution qui le dit aussi, que l'État devrait protéger la jeunesse de l'exploitation, de l'abandon de l'exploitation morale. Donc, mais quand il n'y a pas assez de solutions, par exemple, il y avait des belles initiatives qui avaient été déclenchées par rapport
à la marge de financement du FONIJ, le Fonds national d'insertion jeune. Oui, mais le fonds... Qui est un fonds, on va dire, abandonné, laissé à lui-même. Mais oui, le FONIJ, mais quel qu'en soit... Je pense, le FONIJ a inséré combien de jeunes en Guinée? Moi, je me pose la question. Fonds national d'insertion jeune, mais après, c'est de non. Le FONIJ, par exemple, c'est depuis 2006 et 2007. Vous savez ce qui a prévalu en 2006 et 2007. Ouais. Donc, mais le FONIJ aussi peut avoir des projets, mais le FONIJ peut avoir des limites. Aujourd'hui, ce que l'État pourrait imaginer, par exemple, on peut dire que le FONIJ ne va pas que compter sur le BND, le budget de développement, parce qu'on va donner juste l'argent pour le fonctionnement. C'est-à-dire le fonctionnement, ce sera les carburants, les salaires. Mais l'État peut aider le FONIJ à décrocher d'autres fonds avec d'autres institutions, que ce soit les institutions en Guinée ou bien d'autres sociétés, les sociétés minières. L'État peut dire par exemple aux sociétés minières, peut faire une certaine souplesse fiscale au niveau des miniers pour qu'on oriente quelques fonds là. Vous, même avec la loterie. Tout ça là pour renforcer les capacités financières du FONIJ. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais si tel est le cas, FONIJ est un fonds qui n'a pas de fonds. C'est ça, c'est ce qui est déplorable. Voilà. C'est ce qui est déplorable. Malheureusement. Et donc on va chuter justement avant votre mot de la paix par cette autre initiative que vous êtes en train de piloter, notamment qui doit se dérouler aujourd'hui. Vous me l'avez dit. Ce concert dédié à Mbalia Camara. Vous savez que un 9 février 1955, une grande battante. Une militante est morte à Tondon. Vous, moi je pense que une nation, c'est aussi reconnaître les grands hommes et les grandes femmes. On a une nation qui a des problèmes, mais les hommes qui ont marqué le pays, l'histoire, on doit pouvoir les rendre hommage. C'est pour Mbalia, c'est pour Hadja Mafouri, ou bien les Djaloteli. Mbalia assassiné un 9 février 1955. Donc, et tous les pères de l'indépendance qui sont sur ce secours ou autres. Donc, moi, depuis un certain temps, je me suis intéressé à la promotion des femmes. Donc, pour la 4e édition, c'est aujourd'hui, on va fêter, mais sous l'angle de l'hommage. L'événement s'appelle comment? Hommage aux femmes de Guinée. Hommage aux femmes de Guinée. Mais cette année, c'est sous l'angle de l'hommage à Mbalia, parce qu'on fait ça le 9 au jardin. Aujourd'hui même? Oui, oui. À quelle heure précisément? Bon, c'est de l'intervalle 16h, 19h, parce qu'avec les temps qui courent, on ne va pas prendre assez de temps. Donc il y a une soirée, il y aura un spectacle, mais aussi il y aura une remise de certificats à des femmes qu'on suit, parce que... Des femmes modèles. Modèles, voilà. Des femmes que je suis souvent dans les activités. Ça veut dire que je n'ai pas forcément le monopole de la vérité, hein, parce que les gens vont dire, bon, pourquoi pas telle femme, pourquoi pas telle femme, voilà. C'est les questions que les gens me posent souvent. Il y a des femmes, par exemple, qui se battent, qui ont créé de l'emploi, qui ont créé des emplois, qui ont pérennisé ces emplois. Quand vous voulez parler d'elles, elles ne veulent pas. Elles ne sont pas accessibles. Elles veulent rester discrètes en fait, humbles. Hein. Et quand même vous le faites, elles ne sont pas accessibles. Okay. C'est compliqué. Il y a par exemple des femmes que j'ai citées, j'ai failli avoir des problèmes. J'ai dit non, quand une personne a atteint un niveau, on ne va pas demander son avis. Quand on vous dit par exemple que la première femme a piloté un avion, l'une des premières en Afrique, elle était guinéenne, Binta Pilote. L'une des premières femmes à siéger aux Nations Unies, c'est Jean-Martin Cissé. Mais c'est des exemples qui ne sont pas trop vendus dans nos écoles, dans nos universités. On a des jeunes dans les livres et tout. Dans les livres, on a des jeunes qui connaissent mieux Ofra Winfrey ou bien Rihanna Kumbalia, qui Hadja Mafouri. Vous, au Bénin par exemple, il y a des centres qui... Il y a un centre qui porte le nom de Hadja Mafouri Bangoua. Vous, j'étais par exemple à l'hommage à Tcherno Monenembo qui a dit que en Guinée, les écoles, les grandes rues ne portent pas les noms. Ici, par exemple, on devait avoir des coins Kamara Lai, Tcherno Monenembo, William Sassine, Mbalia Camara. C'est ça, les exemples, les bons exemples, il faut vendre ça aux jeunes. Ça les donne l'envie. Garder un peu l'image, les noms. Positif. Ça les donne l'envie d'avoir des repères. Absolument. Des repères. Il dit aux jeunes femmes que oui, il y a eu des femmes comme Hayara Bertusera qui au fil du temps ont marqué, mais avec la rigueur. Aujourd'hui, c'est que les femmes de la COFIC font, même avec la surveillance électorale,
ces modèles c'est des actes patriotiques qui est aujourd'hui en train de prendre toute la sous-région ouest africaine. Absolument. Mais c'est des choses qu'il faut vendre aux jeunes. Ça va les pousser. Et c'est ce que vous faites à travers ces événements, dont la 4e édition justement se passe ce soir au jardin du 2 octobre entre 16h et 19h comme il a dit. Et en revenant à la situation actuelle, dramatique d'ailleurs, un mot en 30 secondes à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, qui vous écoutent, pour la quiétude dans la cité et pour une question de responsabilité des uns et des autres. Travail, justice, solidarité, c'est notre devise. Depuis 90, on est en train de bâtir la démocratie. La démocratie se bâtit au jour le jour. Les grandes nations démocratiques l'ont fait pendant des siècles. La France c'est depuis 1789, les États-Unis c'est après 3 siècles. Donc on est très jeune, on est à l'école de la démocratie. Faisons-le avec la diversité des opinions, mais aussi le respect de la personne humaine et le respect de la paix. Parce qu'on en a tous besoin pour prospérer et pour léguer aux générations futures une nation paisible et prospère. Ça, il est de notre responsabilité. Parce que beaucoup ont payé des impôts pour qu'on parte à l'école, pour qu'on ait des bourses. En retour, on doit rendre la monnaie à l'État et aux générations futures. Donc la paix, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce n'est pas une question de démagogie, c'est une question nécessaire qui balise tout développement, toute démocratie. Merci. Voilà donc André Flamy, merci d'être passé. Et je rappelle que on fera bien un grand plateau sur la problématique de l'immigration, c'est important, avec plusieurs invités sans doute qui ont des regards différents sur la problématique, ce sera très important. Merci d'être passé, à très bientôt. Merci beaucoup. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans la deuxième partie, je reçois enfin Aboubacar Koïta. Il est membre de la chambre politique du Regard Citoyen, acteur de la société civile. Ils ont été au cœur de ce processus électoral, au cœur de la journée cruciale du 4 février, mais ils sont encore au cœur de tout ce qui se passe maintenant, justement cette période post-électorale.
et accompagné de violence ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Ils ont donc procédé à ce qu'on appelle à l'interpellation des uns et des autres face à leurs responsabilités dans cette situation. C'était bien avant-hier à travers une déclaration. Monsieur Koïta, bienvenue sur ce plateau. Bien, merci beaucoup, monsieur Ouri. Merci pour l'invitation surtout. Alors, vous avez donc, comme je l'ai dit, observé la période du 4 février, le scrutin. Vous en avez fait votre rapport, votre compte-rendu, et vous êtes en train de suivre actuellement ce qui se passe en termes d'événements qui arrivent après la journée du 4 février. Ces incidents qu'on remarque ici et là, vous avez fait d'ailleurs une déclaration avant-hier. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dedans? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous dire que nous sommes dans une synergie d'action. L'ensemble des acteurs sociaux de la République de Guinée, l'essentiel d'ailleurs des organes de la société civile, ils sont mis ensemble dans une synergie que nous avons appelée le regard citoyen. Et ce regard citoyen englobe l'essentiel de ces organisations pour nous mettre ensemble face à ce défi du moment, pour qu'on puisse ensemble faire l'observation citoyenne de ces élections, harmoniser les stratégies, les actions pour nous permettre de faire bien le travail. Et sur ce point, nous avons mobilisé plus de 3000 observateurs sur l'ensemble du territoire national, de Conakry à Yomou, de Conakry à Koundara, de Conakry à Kourimali, un peu partout. Nous avons mobilisé plus de 3000 observateurs qui nous ont permis d'observer de façon directe ce rendez-vous encore, le structure, le jour même. J'avoue qu'à 5h30 et 6h, nous, en tant que superviseurs et coordinateurs, on était déjà sur le terrain pour essayer de planifier les choses et voir qu'est-ce que ça va donner. Et sur ce, nous avons eu à faire des observations depuis le matin, le jour même de l'élection. Et nous avons fait des recommandations non seulement au CPI, mais aussi à la CENI et l'ensemble des acteurs majeurs de ce rendez-vous. Et ce qui nous a permis de faire 3 déclarations depuis le jour de l'élection aujourd'hui. Nous avons fait 3 différentes déclarations. Le jour même de l'élection, nous avons fait une première déclaration et le lendemain une deuxième déclaration. Avant-hier, nous avons fait une troisième déclaration. Mais la troisième déclaration était pour nous une déclaration vraiment importante, une déclaration qui est essentielle parce que l'intitulé d'ailleurs était l'appel pressant à la responsabilité. On a constaté sur le terrain, à travers les observateurs, comme vous le savez, en tant que société civile, notre rôle c'est de veiller, c'est d'observer les choses, c'est de dénoncer, critiquer, interpeller, mais aussi faire des recommandations. Donc ça veut dire que vos observateurs sur le terrain restent toujours actifs jusqu'à aujourd'hui, sur le territoire. Jusqu'à aujourd'hui, nos observateurs sont sur le terrain et dans toutes les chambres de décentralisation. On avait des représentants directs qui nous envoyaient les informations à la minute pour nous permettre de converger une fois encore les actions et voir quelles sont les mesures adéquates, appropriées à prendre à des moments donnés. Alors sur ça, nous avons constaté à travers les observateurs un peu partout dans le pays qu'il y a un peu ce que l'on appelle la radicalisation dans le discours politique. S'il faut dire autrement, c'est l'escalade verbale dans les discours politiques qui a des conséquences directes sur le terrain. Les responsables politiques ont fait de telle sorte qu'au moment même de l'élection, ont voulu communautariser, ethniciser ces élections-là, alors qu'en réalité, les citoyens s'attendaient à des élections vraiment citoyennes, parce que ce sont des élections de proximité, des élections locales. Mais on a constaté, la triste réalité était qu'ils ont donné une autre dimension. On se demandait est-ce que nous on était dans une élection présidentielle ou une élection nationale, alors qu'en réalité, même les campagnes, les discours n'étaient pas en conformité avec la réalité même des choses, mais aussi avec le caractère citoyen de ces élections-là. C'est ce qui nous a amené à faire cette déclaration. Et la déclaration s'accentuait sur un certain nombre de points. Les points essentiels, c'était de dénoncer ce que nous avons appelé l'immixtion, la forte immixtion des hauts cadres de l'État. La forte immixtion des hauts cadres de l'État dans le processus électoral. Je veux parler ici des ministres, je veux parler des directeurs nationaux, des hauts cadres de l'État, je veux parler aussi des députés, des administrateurs locaux. Ces personnes se sont mixées d'une façon vraiment fantaisiste dans ce processus électoral. Voire flagrante. Flagrante, oui. Alors que dans notre pays, on a une institution qui est chargée, qui a la responsabilité d'organiser ces élections-là. C'est la CENI. Bien entendu. C'est la Commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire qu'elle est indépendante dans sa gestion, elle est indépendante dans la gestion, la préparation des élections en République de Guinée. Mais ces hauts cadres, par influence de leur poste et de leur statut au rang social, ils sont immixés dans ces élections et qui ont causé des dommages dans les localités. Donc et dans les cela s'explique par quoi? Par leur présence dans les bureaux de vote, leur présence dans les quartiers, ou je ne sais pas. Vous savez, depuis avant même le jour de l'élection, nous avons interpellé.
on a interpellé sur la présence des hauts cadres à l'intérieur du pays. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais en réalité, nous connaissons l'environnement politique de notre pays, l'environnement sociologique de notre pays. Et au jour même de l'élection, nous avons eu à citer des noms à la maison de la presse. Tout à fait. Nous avons cité des noms pour dire clairement certains ministres, certains députés à l'intérieur du pays, que quand je prends par exemple Beila, vous avez affaire avec le ministre de l'Habitat, Ibrahima Kourouma. À Sigini, l'ancien ministre Tidjane Traoré a été à des moments donnés accusé d'avoir à sa possession, s'il faut le dire, des procès-verbaux. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites à travers les observations que nous avons à faire sur le terrain. Mais que ce soit vrai ou bien que les informations soient fausses, leur présence, leur implication dans le processus électoral est quelque chose qui n'est vraiment pas apprécié parce que ça crée qui ne crédibilise pas les élections. Raison pour laquelle nous avons appelé que tous les hauts cadres de l'État qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas en mission administrative. Mission administrative et mission politique font deux. Absolument. Qui ne sont pas en mission administrative de regagner leur service le plus rapidement que possible. Sinon, la société civile se réserve le droit, en cas de problème, en cas de soucis dans les localités, dans les zones où ils se trouvent, et qu'ils soient impliqués directement ou indirectement, nous constituerons partie civile devant la juridiction nationale et internationale. Donc, dans cette troisième déclaration que vous avez faite avant-hier, dans cette phase post-électorale, ça veut dire que la première chose, c'est vous interpeller les ministres, les directeurs généraux, oui, les responsables des services administratifs qui sont actuellement dans les villages, dans les communes urbaines, des parents politiques, de revenir à Conakry. Oui. Sinon, ils pourraient être responsables des foyers de tension qu'on remarque dans ces endroits. Qu'ils soient impliqués directement ou indirectement, la société civile, à travers le regard citoyen, vraiment se réserve ce droit-là de se constituer et de porter plainte contre ces personnes, que ce soit devant la juridiction nationale et même internationale. Raison pour laquelle nous avons pris l'opinion nationale et internationale en témoin sur ces faits-là. Parce qu'on a eu à relever des noms, et les gens ont opposé à des moments donnés de contradiction. Et on a apporté les preuves nécessaires pour dire que les personnes qui ont été citées se sont vraiment mêlées dans le processus électoral. Alors ça veut dire tout simplement que nous, de notre côté, ce que nous déplorons le plus est qu'aujourd'hui, pour une élection locale, que l'on se retrouve avec des morts, pour une élection locale qu'on se retrouve avec des blessés, pour une élection locale qu'on se retrouve avec des dégâts matériels importants sur les biens publics et privés, que des routes soient barricadées, que des véhicules soient caillassés un peu partout, et puis l'on tue même des enfants innocents qui n'ont rien à voir. Prenez par exemple Kalenko, prenez Bailobaya, Dogome, un peu partout, Kindia. Alors c'est des choses que nous regrettons, et les deux formations essentielles, les deux formations politiques essentielles, qui est le RPG et l'UFDG, qui sont à l'Assemblée nationale, vraiment doivent tirer toutes les conséquences et toutes les leçons nécessaires de ces violences-là. Parce que c'est des choses que nous avons tout fait depuis le début pour qu'on puisse faire de telle sorte que ces élections-là soient des élections citoyennes, soient des élections de proximité, comme le caractère qui est d'ailleurs donné par le législateur sur ces élections-là. Mais en réalité, avec plus d'arrogance, plus, je ne sais pas... coloration politique politique plus. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas pour ça que les gens disaient qu'il ne fallait pas que les partis politiques soient associés à l'échelle des élections des chefs de quartier, des districts, ainsi de suite, qu'ils se maintiennent juste au niveau des communes? Est-ce que ce n'est pas les conséquences de leur implication à la chose qui nous envoie à cela? Parce que après, la politique maintenant s'invite dans les chambres des gens, dans les quartiers, dans les liens entre voisins, et ainsi de suite. Moi, personnellement, j'appelle cette fois-ci ces élections-là comme un rendez-vous manqué. Il faut le dire. Par la faute, peut-être pas de la CENI. Oui, pas forcément de la CENI. Pas forcément mais par la faute des acteurs. Des acteurs politiques. Et certains il y a quelque chose que, encore, l'élite politique guinéenne a une fois encore trahi ce pays. A une fois encore trahi les citoyens de ce pays. Ça veut dire qu'ils nous ont à un moment donné miroité un code électoral, un nouveau code électoral. Sans problème. Sans problème. Qui ne causerait pas de problème. Alors que ce code électoral est parrainé par ces hommes politiques, par cette élite politique. Mais en parcourant ce code électoral, je suis juriste de formation, mais en parcourant ce code électoral, on se rend compte qu'il y a des pièges un peu partout, par le fait de ces politiques, juste pour asseoir en quelque sorte les convictions personnelles, égoïstes et politiques. Vous savez, aujourd'hui, dans cette élection, il y a des endroits, il y a des actions, des choses qui ont causé beaucoup plus de problèmes. C'est le vote par procuration, par exemple. Absolument. Anciennement, ce que nous savons, est que le vote par procuration est limité. Dans ce nouveau code électoral, nous dit que le vote par procuration est illimité. Raison pour laquelle on a pu saisir avec les gens
nos observateurs ont observé sur le terrain des personnes qui ont sur eux plus de 200 procurations. Mais alors qu'au même moment... On a constaté à Farah, on a constaté à Beila, on a constaté ici à Conakry, dans la commune de Dixine. Alors des personnes qui ont sur eux plus de 200 sans procuration. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est planifié en avant pour en faire en quelque sorte un instrument de fraude massif dans ces élections. Mais au même moment, le président de la CENI disait que le vote par procuration, je ne sais pas si c'était finalement une entente, étant donné que la loi l'a rendu illimité comme vous le dites, mais en tout cas ils ont dit, c'est le président de la CENI qui l'a dit, que le vote par procuration était limité à 5 par bureau de vote. Non, vous savez, il y a une contradiction entre les deux. Ce problème, on a eu à gérer ça le jour même de l'élection à Sigiri. On a reçu des appels à Sigiri. Vous savez, quand il y a une contradiction entre des normes réglementaires, vous avez un code électoral. D'ailleurs, juridiquement, ce n'est pas un code électoral, c'est une loi électorale. Alors, vous avez une loi électorale qui dit que le vote par procuration est illimité. Vous avez un communiqué de la CENI qui limite le vote par procuration à 5 par bureau de vote. Donc, il y a une contradiction entre les deux. Alors, ça nous amène à faire face à une difficulté. Et cette difficulté est de faire le choix. Dans la loi électorale, la procuration est illimitée. Le communiqué de la CENI, on limite la procuration à 5. Ça nous met en face d'une difficulté. Ça veut dire qu'il faut choisir entre les deux. La norme supérieure. La norme supérieure et la norme qui n'est pas de même dimension que la loi électorale. Alors, ce communiqué de la CENI a posé d'ailleurs un problème à Sigiri. Les gens ont fait une rencontre pour voir entre les deux qu'est-ce qu'il faut choisir. Mais la vérité c'est quoi? Quand les gens voient dans la loi que la procuration est illimitée, et les gens font... Au moment où ils étaient en train de le voter. Oui, de voter. Et c'est au même moment la CENI dit qu'on limite à 5. En réalité, il y a une contradiction entre les 1 vide qui se crée là. Ceux-là qui ont miroité ce code électoral, ceux-là qui ont parrainé, planifié le contenu de ce nouveau code électoral à l'Assemblée nationale, savent ce qu'ils cherchaient à travers ce code électoral. Ils ne peuvent en aucun cas obéir à un communiqué de la CENI pour en quelque sorte contredire leur ambition politique qui est incarnée par cette loi électorale. Et les gens se sont donnés au vote massif avec des procurations, des fois des procurations qui ne sont même pas signées par des CEPI ni par les CECI. C'est extrêmement dangereux que nous avons constaté à travers cette élection-là. Alors ça a posé des problèmes, mais on s'est rendu compte finalement que tous les endroits, tous ces instruments qui ont posé problème à travers ces élections locales ont été préparés, planifiés par l'élite politique guinéenne. Et c'est un piège qui a été préparé pour juste asseoir la conviction que nous avons dénoncé de façon claire et nous pensons à travers le regard citoyen qu'après ces élections-là, nous allons prendre des dispositions appropriées pour revenir sur cette loi électorale. Parce que c'est dangereux, la loi là, elle est dangereuse pour le pays. Sinon, si on continue sur cette donnée, nous risquons, en 2019 par exemple, nous allons avoir les élections législatives, 2020, si dans les conditions normales, nous avons une élection présidentielle. Mais si nous partons à cette élection avec cette loi électorale, j'ose croire que c'est vraiment foutu pour nous. On ne peut rien avoir en termes de légitimité de nos élus. Donc les deux facteurs de votre déclaration, appeler tous les agents de l'État, tous les cadres, les hauts commis de l'État qui sont en ce moment à l'intérieur du pays, qui peuvent être source de problèmes, d'intensification des crises qui se passent actuellement à l'intérieur du pays, de rentrer à Conakry, mais sinon la société civile à travers le regard citoyen les pointerait du doigt comme responsables des accrochages qu'il y a actuellement à l'intérieur du pays, puisqu'ils ne sont pas là en mission d'État. Alors donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est le constat que j'aurais fait. Alors l'autre côté de l'autre pan de votre déclaration, c'était quoi au juste? Oui, quand on prend par exemple l'émission, on prend les observations, nous avons voulu nous accentuer encore beaucoup plus sur les violences qui commencent qui sont en cours actuellement. Parce que vous savez, il y a des foyers de tension déjà connus à travers le pays. Il y a des endroits où la tension vraiment est... Nous avons à l'esprit quels sont ces foyers de tension qui peuvent éclater du jour au lendemain. Alors, mais la radicalisation dans ces discours politiques, vous prenez l'axe Le Prince, vous avez une communication politique. Si cette communication n'est pas modérée,
et cette communication n'est pas cadrée et n'est pas dans un cercle donné, ça risque de poser des problèmes. Et à chaque fois qu'il y a des leaders qui sont les plus écoutés, il y a des leaders qui ne sont pas, il y a des endroits donnés qui sont plus écoutés ici, mais qui ne sont pas de l'autre côté plus écoutés. Mais quand on arrive à harmoniser ces communications politiques, ces déclarations politiques, à cette phase-là, ça nous permet de consolider la paix et de préserver la paix sociale. De l'autre côté aussi, vous savez, c'est que nous avons appelé l'autoproclamation et diffusion des résultats qui n'ont pas de base légale. Il faut reconnaître que la loi ne donne l'autorisation à personne de proclamer des résultats des élections locales, sauf que les CEPI et les CECI. En première position, ce sont d'ailleurs des résultats provisoires qui sont proclamés par les CEPI et les CECI à travers le pays. Mais on a constaté que des candidats, des responsables politiques et des communicants politiques sur les réseaux sociaux se sont permis de tout. De proclamer les résultats. Quelqu'un se lève un petit matin, qui n'est même pas à Sigiri, qui n'est même pas à Kanka, et se permet d'écrire sur sa page, tes parti X a gagné à Sigiri, a gagné à Télémilé, a gagné. Ce sont des choses qui ont enflammé la situation. Alors nous avons appelé ces gens-là aussi à plus de responsabilités. Quand on est leader, on contrôle ce que l'on fait. Quand on est communicant de parti politique, quand on est candidat à une élection donnée, que tu sois candidat indépendant, que tu sois candidat sur une liste, quelle que soit ta candidature, on est appelé à plus de retenue, à plus de responsabilités pour sauver ce que nous avons en commun, qui est cette Guinée. Ce que nous avons en commun, qui est la stabilité. Absolument. Qui va gérer une commune? Qui va être maire sans la paix? Alors, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de maire. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de commune. Alors, il va falloir que chacun puisse revenir à la raison, plus de retenue, plus de responsabilité pour sauver ce que nous avons en commun, ce que nous avons en partage, qui est la Guinée. Et donc, vous allez encore refaire une autre déclaration aujourd'hui à la Maison de la Presse à partir de... Tout à l'heure, ce n'est pas à la Maison de la Presse, ça va être au siège du RASGI. Nous allons refaire la déclaration pour appeler les acteurs majeurs, la CENI, les acteurs politiques, les candidats, toutes ces personnes qui se reconnaissent dans le processus électoral, les citoyens lambda d'ici à Yomou, appeler chacun à sa responsabilité. Appeler chacun à faire preuve de retenue, à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de patriotisme, pour que l'on puisse sauver cette Guinée-là. Parce que ce n'est pas du tout possible que l'on ferme les yeux, que l'on regarde ces gens-là brûler ce pays. On n'a pas où aller. Alors il va falloir maintenant là, nous les acteurs sociaux, c'est ce que nous avons compris depuis. On s'est dit de faire une synergie d'action, de se mettre ensemble et relever les défis du moment. Nous sommes prêts à nous battre, nous sommes prêts à passer la nuit. Il y a 3 à 4 jours, nous on rentrait à la maison 3h, 4h du matin, pas pour chercher de l'argent, mais pour rentrer chez les leaders politiques, chez les acteurs majeurs, leur dire ce qui est essentiel aujourd'hui à faire. Il faut qu'on appelle à la retenue, sinon les autres sont dans la maison, les autres sont en train de dormir. Absolument. Mais si vous voyez à 1h, 2h du matin, les acteurs sont sur le terrain, c'est juste pour qu'on puisse conserver la paix que nous avons en République de Guinée. Sinon, la guerre, les violences, les manifestations n'arrangent personne. Qu'est-ce que la société civile, acteur de la société civile, promoteur de la paix que vous êtes, sans parti pris, qu'est-ce que vous attendez de l'État central? D'abord du président de la République. Non, nous attendons du président de la République, comme toujours d'ailleurs, et plus s'il faut de responsabilité dans la prise des décisions et dans le règlement aussi des situations. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, nous n'avons pas de gendarmerie, nous n'avons pas de la police, nous sommes des acteurs, nous observons la chose, nous dénonçons, nous critiquons, mais aussi nous proposons des solutions. Mais la décision politique, la décision administrative à prendre, c'est le président, c'est le gouvernement, c'est l'État, de façon globale. Alors comment vous réagissez au fait qu'il y a eu un conseil des ministres hier, présidé par le président de la République, comme tous les jeudis, mais qu'il n'a pas fait mention, je parle du président de la République, de cette situation électrique et dramatique qui se passe dans le pays. En aucun moment, en tout cas dans le rapport fait par Damatan Kamara, le président n'a mentionné le cas qui se passe. Non, c'est avec beaucoup de peine. C'est avec beaucoup de peine que nous avons assisté à ce compte rendu, que nous avons tous regardé d'ailleurs à la télévision nationale. Ce compte rendu, on s'attendait que le président et le gouvernement puissent nous donner des mesures face à cette situation, à la réalité d'ailleurs, quoi que l'on dise, que l'on ferme les yeux, que l'on ouvre les yeux, la réalité aujourd'hui est qu'il y a des foyers de tension et que la tension, la violence commence à avoir une proportion vraiment importante sur le terrain. Alors,
qu'un conseil des ministres, je tiens dans ce sens-là, après avoir discuté des points, rien n'a été dit sur des personnes qui ont perdu leur vie à Kalenko, sur des personnes qui ont perdu leur vie à Kindia et sur la situation. Mais plus marrant. Prenons s'il faut, la télévision nationale elle-même. Ça nous pose vraiment des problèmes. Hein. C'est triste. La RTG elle-même. C'est triste que la RTG puisse faire des jours d'édition d'informations sans parler des choses que tout le monde voit sur le terrain. Ouais. Moi, on m'appelle des Yomo, on m'appelle des zéros un peu partout. Les gens ont l'information. Nous sommes à un moment où l'information est là sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information, sur les télévisions, sur les radios un peu partout. Mais une chaîne nationale doit être à une dimension donnée responsable et traiter, même si vous avez des lignes éditoriales, traiter pour que les gens soient informés et que les gens sachent que ce qui se passe dans nos pays, c'est ça. Je regardais hier la télévision ivoirienne qui fait cas de la violence à Conakry, alors que ma télévision nationale ne fait pas cas. Alors c'est vraiment regrettable. Ces gens-là doivent vraiment prendre leurs responsabilités. Sinon, on a l'impression que ceux-là qui ont la gestion de cette télévision nationale aujourd'hui sont plus politiques que les journalistes, sont plus militants que les journalistes, alors malheureusement. Eh bien, on suivra justement, en tout cas nous serons de ce rendez-vous pour aller au siège du Rachgi afin de couvrir votre 4e déclaration aujourd'hui notamment. Koïta Aboubakar, merci d'être passé, à très bientôt, on sera ensemble jusqu'à la fin du processus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, à vous, merci de toute votre attention et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez bien soin de vous, surtout beaucoup de prudence sur le terrain. À bientôt, au revoir.